Le secret professionnel, tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, avec le numérique, il y a un autre nom qui s'est ajouté, le RGPD. C'est un sujet qu'on ne peut plus vraiment ignorer en tant que pro de santé libérale. Alors l'idée ici, c'est de décortiquer tout ça pour que ça devienne simple, clair et surtout utile au quotidien. Quand on pense au dossier des patients, qu'ils soient sur papier ou sur un ordinateur, on parle bien des informations les plus intimes qui soient. Et la question qui se pose, elle est assez directe, est-ce que ces données sont vraiment protégées comme la loi le demande? Eh bien la réponse, elle n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le croire. Peu importe la taille du cabinet, qu'on soit seul ou avec une petite équipe, qu'on suive des dizaines ou des milliers de patients, la règle, c'est la même pour tout le monde. C'est simple. À partir du moment où on touche à une donnée de santé, eh bien le RGPD s'applique. Zéro exception. Alors attention, ce qu'on va voir ensemble, ça ne sort pas d'un chapeau. Tout est basé sur les recommandations officielles. On parle de la CNIL, le gendarme des données en France, et du Conseil national de l'ordre des médecins. Bref, ce sont eux qui dictent les règles du jeu. Ok, alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va regarder le défi que ça représente. Ensuite, qui est responsable de quoi? Quelles sont les obligations? Comment on applique ça au quotidien? Quel est l'outil indispensable à avoir? Et on finira sur l'essentiel, protéger les patients. Allez, on y va. Première partie donc, le défi du RGPD. On a tendance à voir ça comme une grosse contrainte administrative, pas vrai? Essayons de changer de perspective et de le voir plutôt comme un cadre qui, en fait, est là pour solidifier la relation de confiance avec les patients. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Les données de santé. Qu'on parle de pathologie, de diagnostic, de traitement, tout ça, c'est classé données sensibles. C'est normal, ça touche à ce qu'il y a de plus intime. Du coup, leur protection, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation. Une obligation à la fois déontologique et, bien sûr, légale. C'est non négociable. Ok, on avance. Et maintenant, on va aborder le concept clé de tout le RGPD. C'est vraiment le truc qui, une fois qu'on l'a bien compris, rend tout le reste beaucoup plus clair. Il s'agit de comprendre qui est responsable. Alors c'est quoi une donnée personnelle? En fait, c'est hyper large. C'est tout ce qui permet d'identifier une personne. Le nom, l'adresse, bien sûr, mais aussi le numéro de sécu, une pathologie. Bref, pour faire simple, dès qu'on écrit une info qui se rapporte à un patient, c'est une donnée personnelle. Point. Et un traitement? Attention, ici on ne parle pas du traitement médical. Dans le jargon du RGPD, un traitement, c'est n'importe quelle opération qu'on fait sur ces données. Le simple fait de collecter une info, de l'enregistrer dans un dossier, de le conserver, de le consulter, ou même de transmettre une feuille de soins à la Sécu, tout ça, ce sont des traitements de données. Et on en arrive au point crucial. Le responsable de traitement. Qui est-ce? On pourrait penser que c'est l'éditeur du logiciel médical, ou peut-être le secrétariat. Eh bien non. Le responsable, c'est la personne qui décide pourquoi on collecte les données et comment on les utilise. Et dans un cabinet libéral, eh bien c'est le praticien. C'est lui ou elle qui est légalement le garant de la protection de toutes ces informations. Bon, maintenant que ce rôle de responsable est bien clair, regardons un peu les obligations qui vont avec. En réalité, ça repose sur quelques grands principes qui sont, pour la plupart, assez logiques. On peut voir ça comme 4 piliers. Le premier, c'est la finalité. Pour quel objectif on collecte ces données? La réponse doit être claire. Le suivi, le diagnostic, le soin. Point. Le deuxième, c'est la minimisation. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette information? L'idée, c'est de ne collecter que ce qui est strictement nécessaire, pas plus. Le troisième, évidemment, la sécurité. Comment on protège tout ça? C'est l'armoire forte, le mot de passe complexe. Et enfin, quatrième pilier, la transparence. Il faut informer les patients sur l'utilisation de leurs données et sur leurs droits. Ok, la théorie, c'est bien beau. Mais maintenant, concrètement, dans le cabinet, au quotidien, ça donne quoi? Allez, on passe à la pratique. Alors, la sécurité, parlons-en. Pour les dossiers papier, c'est assez simple, c'est du bon sens. Un local sécurisé, une armoire qui ferme à clé. Pour le numérique, la logique est la même, mais les outils changent. Là, on va parler de mots de passe solides, genre 12 caractères minimum avec des symboles, d'un antivirus et d'un pare-feu qui sont bien à jour, de sauvegardes très régulières, et le top du top, le chiffrement des données. Ah, une question que tout le monde se pose un jour ou l'autre, la conservation des dossiers. Une fois qu'un patient ne vient plus, qu'est-ce qu'on fait de son dossier? On le jette? On le garde pour toujours? La loi, là-dessus, est très claire. Et la réponse, c'est ce chiffre 20 ans. Oui, 20 ans. C'est la durée légale pendant laquelle il faut conserver un dossier médical après la dernière consultation. Ça peut paraître énorme, mais il y a une raison. Ça correspond au délai de prescription en cas de mise en cause de la responsabilité professionnelle. Donc au final, c'est une protection pour le patient, mais aussi pour le praticien.
Et il y a autre chose à ne pas oublier, les patients ont des droits. Ils peuvent demander à accéder à leurs données, à les faire corriger s'il y a une erreur, ou même, dans certains cas, à les faire effacer. En tant que responsable de traitement, il faut donc être prêt à gérer ce genre de demande. Bon, on a vu les règles, mais comment on prouve qu'on les respecte? Pour ça, il y a un document qui est absolument central. Ce n'est pas juste un papier de plus, c'est vraiment la pièce maîtresse de toute la démarche de conformité. Ce document, c'est le fameux registre des activités de traitement. Il faut le voir comme une sorte de carte d'identité de toutes les données gérées dans le cabinet. Et pour être très clair, si un jour il y a un contrôle de la CNIL, c'est la toute première chose qu'ils vont demander. Le fait de l'avoir et de le tenir à jour, c'est la meilleure preuve de sérieux. Alors, ça ressemble à quoi ce registre? C'est un peu comme un tableau de bord. Pour chaque grande activité, par exemple la gestion des dossiers patients, on doit se poser quelques questions simples et y répondre par écrit. D'abord, la finalité. Pourquoi on le fait? Pour le suivi des patients et la gestion des rendez-vous. Ensuite, les personnes concernées. Qui ça touche? Les patients, les confrères à qui on peut adresser, les données collectées, on liste ce qu'on recueille, l'identité, les données de santé, le numéro de sécu, les destinataires, à qui on envoie ces données, la sécurité sociale, d'autres professionnels de santé, et enfin la question clé, quelles sont les mesures de sécurité mises en place? C'est là qu'on va noter chiffrement, accès sécurisé par mot de passe, etc. Voilà, on arrive à la fin. Essayons de prendre un tout petit peu de recul, parce que le RGPD, au fond, c'est beaucoup plus qu'une simple liste de cases à cocher sur un formulaire. Et le message clé, c'est peut-être celui-ci. La conformité RGPD, ce n'est pas un examen qu'on passe une fois pour toutes. C'est plutôt une nouvelle habitude, une sorte d'hygiène de travail numérique à adopter. C'est une démarche d'amélioration continue, un peu comme la formation médicale continue en fait. Finalement, si on devait résumer, on pourrait dire que la protection des données aujourd'hui, c'est tout simplement le secret professionnel à l'ère du numérique. C'est vraiment le socle sur lequel repose la relation de confiance qui est bâtie jour après jour avec chaque patient. Alors voilà, pour finir, on peut se poser la question, en pensant à son propre cabinet, à la manière dont les dossiers sont rangés, peut-être à ce mot de passe qui n'a pas été changé depuis un moment. Quelle serait la toute petite prochaine étape, celle qu'on pourrait mettre en place dès demain pour améliorer un peu plus la sécurité? C'est par là que la démarche commence.